à tous, bienvenue sur Osmose, le podcast qui tente de vous inspirer grâce à nos merveilleux invités. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laetitia. Salut Laetitia. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, on va parler de tout à fait autre chose d'habitude. Laetitia, elle tient un studio de sophrologie, de yoga et de pilates réservé aux femmes dans la région de Mons, donc près à Frameries. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de son parcours. Donc peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Merci de me recevoir. Alors, moi, je suis un pur produit du borinage. Je suis née à Frameries. J'ai une maison ici à Frameries et je travaille à Frameries. Voilà, je suis une vraie 7080, une vraie représentante pure et dure. Et voilà, donc... Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Parce que j'ai dit que tu avais un studio, mais peut-être comment toi tu te vois déjà ? Est-ce qu'on dit quoi ? Maître yoga, yogi, enfin comment tu te présentes Alors au niveau du yoga, c'est plus comme une guide, parce que pour maîtriser le yoga, je pense qu'on n'a pas assez d'une vie. Donc voilà, j'ai parcouru un chemin et je montre la direction et j'essaye de guider du mieux que je le peux. Au niveau de la méthode Pilates, je me définis comme une instructrice, également une guide, et j'essaye de donner aux autres les outils pour pouvoir prendre conscience de leur corps. Et au niveau de la sophrologie, eh bien, c'est simplement sophrologue. Et là, on vient faire de la gestion des émotions, de la prise de conscience aussi de notre corps, de notre schéma corporel. Voilà. C'est plus de la respiration, la sophrologie, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ? La sophrologie, c'est une méthode de relaxation, mais dynamique. Donc, on est dans un niveau sophroliminal, ça s'appelle. Donc, c'est entre le sommeil et l'éveil. C'est un peu comme en hypnose. Ah oui. Donc, ce niveau sophroliminal nous permet d'être plus réceptive et réceptif aux sensations de notre corps, à réaliser qu'on était peut-être tendu dans notre posture. Et on vient relâcher, en fait, nos émotions. Donc, par exemple, je vais te demander de serrer et de contracter tout ton côté droit, et puis d'observer la différence entre ton côté gauche et ton côté droit. C'est vraiment de la prise de conscience, de comme tu as dit, de son corps, de son esprit. Comme je le disais au début, toi, tu as ouvert ton studio dédié donc à ces 3 disciplines, seulement réservé aux femmes. Comment l'idée t'est venue et pourquoi avoir fait ce choix ? Alors, lorsque je vivais à Barcelone, je fréquentais en effet un studio de pilates consacré uniquement aux femmes. Et pour la première fois de ma vie, je me suis sentie dans un safe space, en fait, une safe place, donc un endroit où je me sentais en sécurité. Mais c'est une forme de sécurité émotionnelle, en fait, où je pouvais lâcher mes émotions, être telle que j'étais, sans la pression du male gaze, en fait, donc du regard masculin, qui vient, je trouve, un peu modifier l'ambiance, le comportement dans un groupe de femmes, en fait. Okay. Et lorsque je suis rentrée en Belgique, j'ai cherché à continuer à pratiquer, et j'ai pas trouvé d'endroit où le faire ici dans le borinage. Et donc, j'ai créé l'endroit... t'as créé l'endroit qui te manquait, finalement. Qui me manquait, action-réaction. Je suis dans l'autonomie, c'est ce que je prône, et donc, voilà. Et c'était il y a combien de temps que cette réflexion-là s'est nourrie ? Alors, je suis rentrée de Barcelone en septembre 2021. D'accord. De là, j'ai fait 2 années d'études de code. Ça n'a vraiment aucun rapport. Je suis partie vivre à Liège, en fait, tout de suite en rentrant de Barcelone. J'ai fait 1 année d'études de code full stack, en fait. Donc, je suis développeur web full stack. Et puis, j'ai enchaîné avec une spécialisation en back-end. C'est quoi ça ? Back-end, donc c'est toute la structure, toute l'architecture qui se trouve derrière un site web ou une application. Voilà, donc c'était vraiment très passionnant, et ces 2 années d'études m'ont vraiment permis d'affûter ma logique et d'aborder les problèmes de manière différente. Ok.
Et malgré tout, je devais partir à Dublin faire mon stage dans un data center. Et au final, je rêvais déjà de yoga, de cet endroit destiné aux femmes. Ça me manquait en fait, même lorsque j'étudiais, surtout lorsque j'étudiais. Mon besoin de pratiquer était encore plus exacerbé parce que rester 8 heures derrière un ordinateur, c'est très dans difficile. Une mauvaise posture aussi. Exactement. Et donc, mon besoin de pratiquer était encore plus exacerbé et j'avais besoin de cet endroit et mon esprit a commencé à vagabonder. Et j'ai pris un billet d'avion pour l'Inde et je suis partie faire mon yoga teacher training en Inde. Ok. Quelques semaines. Et en rentrant, je me suis dit, bon, je fais quoi? Je postule en tant que développeuse web ou j'ouvre mon studio. Et le choix était vite répondu. Exactement. C'était dit directement. Ouais. Et justement, comment c'est venu cette passion pour la relaxation, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà, cette passion pour ces disciplines qui sont très dans la relaxation, dans le fait de connecter son esprit à son corps. Comment c'est venu dans ta vie en fait? Excellente question. En fait, ce sont des disciplines qui m'ont aidée dans un premier temps. Et donc, j'ai pu constater sur moi-même leurs effets et les résultats de bien-être. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie connectée à mon corps. Je pouvais écouter mes sensations parce qu'on vit dans un monde où on ne nous apprend pas à nous écouter. On nous apprend à écrire, à calculer, à être efficace. On nous apprend tout ce genre de choses. On pense à mille choses à la fois. Mais être à fond dans le mental, en fait. Et ce mental, moi, il m'a un peu flinguée à un moment donné de ma vie. J'ai complètement nié tous les symptômes, tous les signaux que mon corps m'envoyait, alors que ça faisait des années que j'allais très, 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 très mal. Et on a fini par me diagnostiquer de maladie de Crohn, en fait. Ok. Et très tard, parce qu'on me l'a diagnostiqué il y a seulement 5 ans. Et lors de ma convalescence, parce que je te passe les détails, mais... c'est très douloureux. Oui, très douloureux. On m'a opérée. Et lors de cette convalescence, pour la première fois depuis très longtemps, parce que je travaille depuis l'âge de 15 ans, et donc c'est 20 ans plus tard seulement qu'on m'a diagnostiquée, donc à 35 ans, à 34, 35 ans, où là j'ai pu m'arrêter et réfléchir à ce que je voulais vraiment faire et comment j'avais pu passer à côté de ça pendant toutes ces années, comment c'était possible. Et t'as enfin pu te mettre sur pause et réfléchir finalement à l'essentiel et à ce que toi tu voulais pour toi. Exactement. Et j'ai commencé à pratiquer la méthode Pilates comme ça en fait lors de ma convalescence. Ok. Et ça m'a réellement sauvée. Ça m'a réellement reconnectée à mes sensations parce que parfois on souffre sur le tapis et on souffre de notre mental en fait, de nos croyances limitantes qui nous disent non tu peux pas le faire, c'est pas possible, j'ai trop mal, je peux pas continuer. Mais en fait, quand tu laisses ça partir et que tu continues et que tu t'appuies sur ton souffle, en fait. Sur l'essentiel. Exactement. Eh bien, là, tout est possible. Et c'est comme ça que j'ai voulu continuer à développer tout cet aspect-là. Et dans le yoga, ce que je retrouve, que je ne retrouve pas forcément dans la méthode Pilates, c'est toute cette philosophie et toute cette spiritualité qu'il y a derrière, qui m'aide au quotidien, en fait, à me positionner tant sur mon tapis que dans les situations de la vie quotidienne. Et donc justement, pour devenir guide yoga, donc tu disais que tu es partie en Inde. Tu es partie toute seule? Ok. Ouais. J'ai pris mon billet d'avion toute seule comme une grande, alors que c'est un truc qui me stresse à fond, réserver des vols, je sais pas pourquoi. Mais là, j'ai toujours peur de me tromper et tout ça. Et c'est une mini angoisse que j'ai toujours avec les billets d'avion, je sais pas pourquoi. Et mais tu savais pourquoi tu le faisais aussi? C'était pour ton projet? Ça m'appelait en fait, je me sentais appelée. Il y avait un truc à l'intérieur de moi, c'était vraiment mon intuition qui me disait là, go, en fait, il faut y aller. Il faut que tu ailles en Inde particulièrement. Ouais, tout à fait. Pour moi, l'Inde, c'est vraiment, c'est pas que pour moi, mais c'est une réalité, c'est vraiment le berceau de la spiritualité et du yoga. Il y a notamment l'Indonésie, Bali, etc. Mais là, c'est plus en mode business. Ouais. Tu vois, c'est encore différent. Si tu veux, on pourra en parler après. Mais en tout cas, pour moi, c'était vraiment l'Inde. J'aime aller me renseigner à la source, en fait. Et comment t'as trouvé un endroit dans lequel tu pouvais te former, justement? Eh bien, en faisant des recherches sur Internet, tout simplement. Classique.
ça marche toujours. Voilà, donc j'étais en école de code et au lieu de coder, j'étais en train de faire mes recherches. Et c'est comme ça que j'ai trouvé cette école, donc dans le sud-ouest, à Goa, en fait. C'est face à l'océan. Et là, j'ai pris mon petit sac à dos et je suis partie toute seule quelques semaines faire mon yoga teacher training. Et là-bas, en fait, j'ai rencontré une réelle famille parce que moi qui me suis toujours sentie très différente, là-bas, j'ai trouvé plein de personnes qui me ressemblaient, en fait. Et ça m'a tellement normalisée, ça m'a tellement... T'as trouvé ta place, en fait. Ouais, voilà. Vraiment. Et c'était merveilleux de se sentir normale, acceptée telle que j'étais, aucun jugement. Et je pense que pour une des premières fois de ma vie, c'est rare quand ça arrivait, mais là, je l'ai vraiment relevé. J'étais au milieu d'un groupe de femmes, presque exclusivement féminin, et il n'y avait aucune malveillance, aucune critique, aucun jugement. On regardait pas en coin qui était habillé comment. Il y avait, on était baignés comme ça dans une forme de bien-être. De bien-être, mais tout le temps, quoi. Et donc, tu débarques là-bas. Donc, c'était il y a combien de temps pour situer un petit peu ? C'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an, ok. Et donc, il y a 1 an, donc, tu pars à Goa. Et comment ça se passe là-bas ? C'est quoi finalement une formation de quoi ? On dit maître yogi, c'est ça ? C'est la personne qui t'apprend ? La personne qui m'a appris, c'était, oui, on peut dire une instructrice de yoga. En effet, j'avais plusieurs professeurs. Donc, moi, j'avais choisi donc ma formation en anglais. Et lorsque j'arrive en même temps qu'un groupe, il y avait 2-3 filles hispanophones. Okay. Et je ne savais pas que le même jour que moi commençait la formation, exactement la même que moi, en espagnol. Il faut savoir que je parle un peu espagnol de par. Je suis partie à Barcelone, mais c'est pas, je suis pas fluente en espagnol. Mais des liens se créent immédiatement avec ces nanas qui sont ultra extraverties, ultra expansives. Moi, j'arrive là-bas très très blessée, très triste, pas bien. Je me sentais seule. Enfin voilà. Et d'un coup, d'un seul, il y a des meufs qui arrivent. Elles me prennent dans leurs bras. Elles me font des bisous. En fait, elles m'imposent de l'affection. Je suis là, ok, qu'est-ce qui m'arrive ? Au début, j'étais un peu sur tes réserves. Oui, exactement. Et puis au final, à terme, ça m'a vraiment aidé à me réouvrir et à pouvoir recevoir à nouveau de l'affection. En fait, j'étais plus capable d'en recevoir. Et comment ça se passe ? Donc, je choisis yoga Ashtanga Vinyasa, qui est une forme de yoga assez intense. D'accord. C'est plus sportif ? C'est très sportif. D'accord. C'est très sportif et très fluide, en fait. On enchaîne les postures très rapidement. Voilà, ça ressemble un peu à de la danse. Il y a beaucoup de danseuses qui font du Vinyasa Yoga. D'ailleurs, l'une de mes enseignantes est une ancienne danseuse de ballet incroyable. Elle s'appelle Patricia. Et comment ça se passe ? Donc, à 6h30 du matin, on t'attend sur ton tapis. Dans un shala, donc un lieu où on pratique le yoga de 100 mètres carrés, avec une vue sur la jungle et puis sur l'océan. Oh, magnifique. C'est merveilleux. Enfin, tout s'y prête vraiment pour te retrouver toi-même. Et donc 6h30 du matin, tu commences et tu termines à 19h. Et tu as entre 6h et 8h de pratique physique par jour, mais aussi on m'a enseigné l'art d'aligner les élèves, avec un toucher respectueux de la personne. J'ai eu des cours de philosophie, des cours d'anatomie. Voilà, tout est bien cadré pour que la certification soit la plus logique et intègre toutes les notions dont un bon professeur de yoga aurait besoin. Oui. Donc, tu as vécu yoga, respiré yoga, manger yoga, genre toute ta vie tournée autour de ça pendant quoi ? 1 mois, 2 mois ? C'est ça, 1 mois. Ouais, tout à fait. Et comment tu te sens, toi est-ce que c'était pas trop dur ? Tu te sentais pas justement parfois un peu surmenée ou justement ça t'a fait du bien ? Comment tu t'es sentie, toi ? Au niveau de l'enseignement, j'étais avide. Donc, un surmenage au niveau enseignement, non, tant au niveau physique qu'intellectuel. Voilà, mon cours préféré, c'était celui de philosophie. Ça, il n'y a pas photo. Parce que ça m'a vraiment permis de venir déposer des choses.
qu'il y avait en moi lorsque je suis arrivée en Inde. Ça m'a permis en fait d'ouvrir une nouvelle perspective sur les problèmes que j'avais emportés avec moi. Je les ai laissés là-bas lorsque je suis rentrée. Par contre, ce qui a été très envahissant pour moi, c'était la présence permanente de personnes autour de moi. Ok. Voilà, moi je vis toute seule, j'aime être seule. T'es solitaire, quoi. Oui, j'adore ça, c'est mon cocon, je fais ce que je veux, je lis tel bouquin, je suis pas dérangée dans ma tranquillité. Mais là-bas, de 6h30 du matin, j'étais avec mon groupe d'apprentissage. Okay. Et le soir, j'étais dans un dortoir avec 2 autres femmes du groupe anglo-saxon, avec qui, clairement, on a aussi noué des liens. On a en cours un groupe WhatsApp qui s'appelle Chambre 13. On s'échange tout le temps des messages pour se parler de notre évolution et ce qu'on en fait, en fait, de notre formation à l'heure actuelle. Mais moi, ça a été vraiment ce côté besoin de solitude qui a été compliqué à gérer pour moi par moment. Et lorsque je descendais au repas de midi, alors que le repas, c'est un moment de partage, mais moi, je descendais avec mon gros casque et mes grosses lunettes de soleil, elle comprenait que voilà, je fermais les récepteurs. C'était ça, c'était mon moment. Et ça a été très bien reçu. Voilà. Ouais, t'as quand même réussi à mettre tes limites quand même. Mais est-ce que justement, ça fait pas partie de l'apprentissage de te forcer à faire... pas à faire des choses que tu détestes, mais justement à te mettre en jeu et à devoir t'adapter aussi à... Tout à fait. Pouvoir mettre ses limites, c'est une skill indispensable dans la vie. C'est un truc que tu dois acquérir, en fait. On nous fait tout un blabla sur l'hypersensibilité. On nous fait des bouquins, être hypersensible, etc. En fait, en médecine chinoise, l'hypersensibilité, c'est abordé comme un déséquilibre de ton énergie vitale. Okay. Donc, c'est vraiment considéré comme si ton esprit était, entre guillemets, malade. Je mets des gros guillemets sur le mot malade, mais maladie, donc ça veut dire ton corps, il dit quelque chose qui va pas. Et en fait, c'est que ta limite entre l'extérieur et toi n'est pas saine, et donc ne te permet pas de te protéger suffisamment. Et donc, tu es en effet sensible à tout ce qui t'entoure. Parce que tu te surmènes, parce que tu t'obliges peut-être à être exposé à trop de bruit, voilà, c'est ça. D'événements peut-être qui ne te conviennent pas. Ouais. Voilà, exactement. Et de cette manière-là, en fait, j'ai appris à respecter mes limites parce que j'ai un peu ce côté aussi people pleaser. Et on le voit avec mon programme là, que j'ai essayé de faire plaisir à tout le monde. Mais voilà. Mais je dois aussi mettre mes limites, me respecter et faire attention aux signaux de mon corps. Voilà. Aujourd'hui, je sais par exemple que je peux pas aller au supermarché quand c'est l'heure de pointe, qu'il y a des enfants qui crient, la musique, le ventilateur, la lumière, les gens qui me poussent avec leur caddie. Je dois vraiment faire attention à ça. Donc, en effet, se respecter, explorer sa limite, c'est ce qu'on apprend sur le tapis de yoga, en fait, à explorer les limites de notre corps, les observer, et par des micro-mouvements et par la respiration, se réaligner, tant avec soi-même qu'avec les autres. C'est totalement, en fait, apprendre à s'écouter, et c'est, j'imagine, ce que tu as appris aussi là-bas, du coup, apprendre à t'écouter. En effet, ouais. Et donc, tu as tous ces cours. Il me semble que tu avais expliqué aussi, parce que du coup, Letty est ma prof de pilates. Donc, parfois, j'entends des petites histoires comme ça. Tu avais expliqué notamment qu'en Inde, tu n'avais pas parlé. Tu avais eu une formation de silence un peu. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Je peux en dire plus là-dessus. Alors, j'ai fait ce qu'ils appellent un stage Vipassana. D'accord. Mais c'était pas en Inde, c'était en Belgique. Ah d'accord, c'était en Belgique. C'était en Belgique. Donc tu as fait ta formation en Inde, elle s'est terminée, tu as réussi, voilà, c'est magnifique. Tu reviens en Belgique et tu fais cette formation-là. Donc en fait, l'une des 2 nanas de la chambre 13 m'a dit, Letty, il faut absolument que tu fasses Vipassana. Et pourquoi elle te dit ça ? Pourquoi ? Je me le demande encore parce que... Tu lui as jamais demandé ? Je pense avec le recul que... Ayant vécu avec moi le soir et ayant connu mon tempérament un peu nerveux, elle s'est dit, ce serait pas mal qu'elle aille éplucher quelques petits trucs là-bas en plus du yoga teacher training. Maintenant que tu me poses la question, en effet, je pense que c'est pour ça qu'elle m'a conseillé de le faire.
Et elle l'avait fait elle-même en mai, juste avant de venir en yoga teacher training en Inde, en septembre. Et donc moi, je vais pas me spoiler. Donc je l'écoute, je lui fais confiance. Je la connais, on a vécu ensemble. Je lui dis, ok, je vais le faire. J'écoute son conseil, je prends. Et je fais confiance à son vécu. Et là, en fait, je vois qu'il y a tout un organisme qui s'appelle Dharma, ici en Belgique. Et c'est basé à Dilsen-Stockholm, en Flandre. Je m'inscris et je suis prise. Donc, on doit passer un test, en fait. On doit répondre à un questionnaire. On nous interroge sur si on a un background, si on est prêt mentalement à vivre ça. Parce qu'il faut savoir quand même que je savais à minima que j'allais me taire pendant 10 jours. Ok, donc ça, c'est le speech de départ. Voilà, c'est ça. J'allais me taire pendant 10 jours, mais j'ai pas cherché à en savoir plus. Okay. Je savais qu'en effet, j'avais pas de téléphone, je pouvais pas lire, je pouvais pas écrire et je pouvais pas avoir de contact avec les autres participantes. Bon. Ah oui. Pas de contact visuel, rien de tout ça. Ah oui, donc c'est vraiment un isolement complet. Tout à fait, d'accord. Tout à fait. Et cet isolement est nécessaire en fait à l'émergence de certaines choses à l'intérieur de toi. Parce que ce qu'il se passe, donc je ne veux pas spoiler pour celles qui voudraient peut-être le faire, mais ce qui se passe là-bas, c'est que ce qui émerge, c'est ton dialogue intérieur. À partir du moment où tu te tais, et on est des êtres sociaux, on a besoin de contact, donc à partir du moment où on te coupe ce contact social, tu deviens poreux à toute forme de communication. Et le soir, on nous diffuse un enregistrement de Goenka, donc l'homme qui enseigne en fait la manière dont Gautama le Bouddha a apporté au monde la manière de méditer. Okay. Donc là-bas, on nous apprend 10 heures par jour la méditation selon Gautama le Bouddha. D'accord. Ok. Donc, on nous réveille à 4h30 du matin avec un gong au milieu du jardin. Ah oui, c'est vraiment le truc nature peinture. Ouais, c'est ça. Il y a ta chambre que j'ai partagée en fait avec une autre dame. Donc tu as ce lieu, tu as le réfectoire qui est ouvert 3 fois par jour. Okay. Il y a un jardin et il y a le hall de méditation. Dans le jardin, il y a 1208 pas. J'ai compté le nombre de pas pour faire le tour du jardin. Tellement qu'à un moment donné, en fait... ton esprit comme tu ça. peux. Ouais. Exactement. Mais à 4h30 du matin, on te réveille, tu vas au hall de méditation, tu t'assieds et tu médites. Une place t'est attribuée. Et les 3 premiers jours, on te demande de te concentrer sur ta respiration, donc sur l'air qui entre et qui sort, sur la zone triangulaire entre les narines et le dessus de la lèvre. Tu peux bouger de place, et puis au fur et à mesure du temps, pas d'endroit, mais tu peux bouger de position, je veux dire. D'accord. Au fur et à mesure du temps, on te demande de ne plus du tout bouger de position. Oh là là. Ouais, donc tu dois ressentir la douleur. Et c'est comme ça qu'on t'apprend, en fait, en effet, à sortir de toi-même et à observer ta douleur comme un médecin. Donc comme si tu étais extérieur à toi-même. Ok. Et honnêtement, waouh, c'est ultra efficace en fait. Là, en 10 jours, j'ai fait peut-être 2 ans de thérapie express. Ok. Ouais. Ça t'a vraiment fait un bien fou, quoi. Sur le moment, je ne l'ai pas perçu de cette manière-là, parce que beaucoup d'émotions émergent, de la tristesse, de la colère, le dialogue intérieur en fait. T'as le temps de penser à toutes les choses auxquelles t'as pas d'habitude de penser. Enfin, tu n'as pas le temps de penser habituellement. Là, t'avais tout le loisir de le faire. C'est ça. Et j'ai réalisé en fait que j'avais une capacité à me faire du mal hors du commun. Donc mon dialogue intérieur était d'une violence envers moi-même vraiment impressionnante. Et j'ai réalisé que je devais être beaucoup plus gentille avec moi-même et que je ne pouvais peut-être pas faire preuve de compassion envers l'autre si déjà je me remplissais pas moi-même de compassion. Bah oui. Voilà, donc ça m'a appris notamment ça et à gérer mon émotion. En fait, on n'est pas responsable de nos émotions, mais on est responsable de la manière dont on va les gérer. Oui. Et ça, on ne nous l'apprend pas. On ne nous donne pas forcément les outils quand on est enfant. Oui.
pour gérer tes nos émotions. parents, eux-mêmes, ne savent pas peut-être les gérer, donc Non, forcément. mais chacun fait de son mieux. Il n'y a pas d'école pour apprendre à devenir parent, donc on fait avec qui on est. Et ça aussi, il faut y être passé, le pardon du papa et de la maman, la résilience, tout ça. Mais voilà, tu vois, j'en ai retiré énormément de bénéfices, mais ça, je suis capable de le dire des mois après. Oui. Parce qu'en sortant de là, je suis sortie avec beaucoup de colère de là-bas. Ah ouais, t'en voulais aller à la formation, tu trouvais que c'était n'importe quoi, enfin tu comprenais peut-être pas encore l'utilité ou J'ai pas tout compris sur le moment. Okay. Il m'a fallu vraiment le temps de process. Tout ce qui s'était déroulé là-bas, c'est très condensé, c'est très intense. Et 10 jours, c'est court aussi. C'est court, mais c'est très long. Aussi, mais... Ouais. 10 jours dans le silence, sans pouvoir avoir de contact visuel avec les autres, parce que même ça, on nous l'interdit. Ça fait émerger beaucoup de choses. Mais ça rend un peu fou aussi, non? Ça peut. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment si vous êtes capable de le faire. Exactement. C'est pour ça qu'il y a une enquête sur ton état mental avant d'entrer dans la formation. Oui. Oui, parce qu'ils peuvent pas prendre le risque, j'imagine, que quelqu'un fasse quelque chose. Non, c'est ça. Et il y a des dames qui sont parties. Ah oui, il y a des gens qui ont abandonné. Ah oui, il y a des personnes qui sont parties. Mais ce qui m'a poussée à rester, c'est que lorsque je suis arrivée le premier jour, donc la veille du début, on arrive au début de soirée le vendredi, tu discutes vite fait avec les gens qui sont présents. Et il y a une dame qui m'a dit, moi, c'est ma 30e fois. Ah oui. Donc d'elle-même, elle s'est dit, je vais faire 10 jours. C'est ça. Mais 30 fois. Ouais. Une fois, mais pas 15. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, non, mais et lorsque j'étais là-bas et que j'avais envie de partir et de tout foutre en l'air, je me suis dit, mais non, la dame là-bas, elle est venue 30 fois. C'est qu'il y a un truc à la fin. Je sais pas, il y a une médaille, quoi. Tu vois, tu vois Dieu. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a un truc à en retirer. Et ma curiosité, en fait, m'a poussée à rester. Ma curiosité et mon engagement, en fait, envers moi-même. Oui, parce que tu le fais pour toi aussi. Ouais, et c'était ta satisfaction personnelle de pouvoir tenir jusqu'au bout. Je dirais pas satisfaction, mais enfin parce qu'il y a un peu un truc égotique là-dedans, mais c'est plus me dire voilà, je me suis engagée, je vais jusqu'à la fin, je tiens mes engagements en fait. Voilà. Et quand tu as commencé, est-ce que les instructeurs ils t'expliquent tout ça Oui, peut-être qu'il y a des choses que vous allez comprendre plus tard, ou non, ils vous laissent faire votre cheminement vous-même. Oui, c'est vrai que le discours qui nous est diffusé tous les soirs, en fait, le truc est très très bien rodé et ils sont capables de nous dire, voilà, aujourd'hui peut-être que vous ressentez une envie intense de partir, mais c'est normal, ça fait partie du processus. Donc je me suis fiée à ça et en effet, ça m'a porté quand même. Et donc après l'Inde, après ça, tu es fin prête à lancer ton activité ou ça t'as quand même dû attendre un petit peu à, je sais pas moi, de digérer tout ce que tu avais appris? Non, je pense que là, j'étais prête. Je me préparais depuis, en fait, je pense, le début de ma carrière. Je crois que tout ce que j'ai fait précédemment m'amène précisément ici et maintenant. Dans ce studio. Dans ce studio, à l'instant présent, en face de toi. Et autant avoir passé ma gestion à l'âge de 18 ans, avoir fait des études de droit, avoir fait des études de relations publiques. T'es passé par plein de choses. Par plein de choses. Et quand on voyait mon parcours, quand on voit mon CV, on peut se dire, mais ça n'a aucun sens. Ça part vraiment dans tous les sens. Et finalement, j'utilise tout aujourd'hui dans mon travail actuel. L'apprentissage, c'est jamais perdu, ça c'est clair. Clairement. Mais pouvoir l'utiliser concrètement, tu vois, c'est super intéressant. Je pense que je me suis rendue complètement autonome à l'heure actuelle. T'as fait en sorte en tout cas d'en arriver là, quoi. Oui, c'est ça. Et donc maintenant, bah voilà, tu as ce studio, tu donnes ces cours. Et quel genre d'instructrice tu essaies d'être? Qu'est-ce que tu veux transmettre aux personnes à qui tu donnes cours, à ces femmes? Alors déjà, j'essaye d'être l'instructrice que j'aurais voulu avoir.
Et je dois me calmer sur mon perfectionnisme aussi, parce que c'est vrai que je voudrais tout connaître, mais bon, c'est impossible. Quand je dis tout connaître, c'est avoir un diplôme de médecine, avoir un diplôme de kiné, avoir un master en philosophie. Bon, ça prend du temps, tout ça. Ça, c'est très très long. Mais malgré tout, je n'ai jamais quitté l'école. Je continue encore à étudier aujourd'hui, à me former. Je pense que ça, c'est indispensable, la formation permanente. Donc... pour moi, une bonne instructrice, c'est quelqu'un qui pratique quotidiennement, qui sait ce qu'on ressent sur le tapis quand on fait tel et tel mouvement, qui sait qu'on peut ressentir une certaine forme de frustration lorsqu'on ne parvient pas à arriver dans une asana particulière. Mais justement, il y a un principe dans la philosophie qui s'appelle ahimsa, c'est la non-violence. Donc pas être frustré et en colère contre soi-même parce qu'on n'y parvient pas. De toute façon, ça fait partie du processus. Donc ça, j'essaye vraiment de leur transmettre que le yoga, c'est tout ce qu'il se passe entre le moment où tu mets le pied sur ton tapis et le moment où tu parviens à effectuer une asana compliquée ou complexe. C'est tout le chemin entre les deux, en fait. C'est ça, le yoga. C'est traverser cette tristesse, cette colère, cette frustration. C'est ce travail, en fait, cet engagement. C'est ça. Et c'est ça que j'essaye vraiment de transmettre. Et c'est de reprendre, en fait, contact avec notre corps, chose que dans la société actuelle, c'est compliqué de faire. Donc. Surtout quand on est une femme, finalement, son corps, on le violente tout le temps. En permanence, que ce soit au niveau de la nourriture, voilà, les dictats sur notre corps. Nous-mêmes, on subit beaucoup plus de charge mentale, etc. Et donc forcément, on n'est plus déconnecté. Et quelque part, est-ce que tu vois pas ça comme un engagement féministe, si on peut le dire? Effectivement, mais c'est une démarche féministe, effectivement, de ma part. Tout ce qui t'entoure là maintenant, c'est ma manière, en fait, de répondre au patriarcat. Parce que j'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup de témoignages, j'ai été en colère, voilà. Mettre en colère, essayer d'éduquer, répondre aux gars. Enfin, j'ai compris que c'était pas la solution, en fait. Et au lieu de combattre les hommes, je me suis dit non, mais comment tu peux aider les femmes, en fait? Oui. Et c'est cette démarche-là qui est intéressante. Et les aider à prendre confiance en elles, aussi à se reconnecter à leurs sensations. Pour que ce soit homme ou femme, finalement, c'est quelque chose, comme tu dis, qu'on a dit tout au long, qu'on oublie, finalement. Et donc, toi, c'est ce que tu essaies d'instruire aux gens. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais... C'est ça. Ouais. C'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, je fais de mon mieux. Mais en effet, c'est très important d'être prudente. Et de rester humble dans ma démarche, de continuer à toujours apprendre et à avancer comme ça. Et justement, donc, on voit que maintenant, c'est des cours qui sont quand même très à la mode, très courants. On en a vite fait parler tout à l'heure. Justement, quand, si quelqu'un veut commencer à s'intéresser à ces disciplines, quels seraient les conseils que tu donnerais, vers quelle structure il vaut mieux se diriger? Pour commencer à pratiquer yoga, pilates? Oui. Je pense que c'est important d'avoir un ou une instructrice qui s'y connaisse en anatomie, qui ait de bonnes notions, en tout cas de bonnes bases d'anatomie, qui puisse comprendre la mécanique du corps humain, qui puisse comprendre comment fonctionne le corps d'une femme. Bon, parce qu'ici, c'est le sujet qui m'occupe, mais surtout, je dirais donc voilà, de bien choisir la structure vers laquelle on va, que l'instructrice soit réellement formée en pilates classique, parce que il y a une respiration bien particulière, j'insiste beaucoup là-dessus. Il y a une manière de réfléchir, il y a une philosophie, il y a des principes qui vont derrière, qui structurent et qui cadrent vraiment bien la pratique, que j'ai pas retrouvé avec toutes les instructrices avec lesquelles j'ai fait des cours, j'ai pu avoir des cours auparavant. Elles étaient peut-être formées en gymnastique abdos-fessiers et on a un peu appelé Pilates parce que Pilates c'est la mode et donc on met l'appellation Pilates, mais parce que c'est juste le poids du corps, par exemple.
Juste, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui, comme tu dis, qui appellent Pilates parce que c'est au poids du corps, mais pas parce qu'il y a cette philosophie-là qui s'apprend. Voilà, c'est ça. Voilà, on va juste venir étiqueter Pilates. Voilà, donc si on veut réellement pratiquer la méthode Pilates avec la philosophie de Joseph Pilates, parce que on a appelé sa méthode Pilates parce que c'est lui qui l'a inventée, mais en réalité, lui, il l'a appelé la contrologie. Donc c'est tout l'art de venir contrôler son corps à l'aller et au retour avec la synchronisation du souffle avec le mouvement. Enfin, il y a toute une structure quand même derrière à connaître. Je pense aussi que lorsqu'on veut entamer ce genre de discipline, il faut être très patiente avec soi-même et ne pas chercher à avoir du résultat tout de suite. Oui. En fait, il ne faut pas aller à la recherche du résultat, que ce soit en yoga, en pilates et même dans la vie en général. Ce qui compte, c'est le chemin. Ouais. C'est encore pourquoi une fois. Tu le fais, quoi. Oui, si ça te plaît. C'est ça, c'est exactement ça. Tout à fait. Et donc toi, tu es partie en Inde pour te former, donc tu as vraiment été dans le berceau de cette pratique. Comment on fait pour ne pas trop tomber dans l'aspect trop business? Parce que justement, je pense qu'il y a plein de gens qui veulent lancer leur business ou leur studio, mais peut-être pas avec les bonnes intentions. Et donc justement, il y a peut-être, ça tu nous diras, mais des structures qui profitent un petit peu de ce manque à gagner, enfin clairement de ce business qui est en train de croître énormément. Donc justement, quelle est ta vision par rapport à ça? Ma valeur principale, c'est l'intégrité. Pour moi, le chapeau de tout, l'intégrité, c'est d'être en accord avec ses valeurs, de vivre en accord avec ses valeurs. Donc, dans ma manière de vouloir transmettre ces disciplines-là, premièrement, le yoga est une discipline qui se transmet de bouche à oreille gratuitement dans la tradition. Eh bien, j'essaye de rester fidèle à ces valeurs-là. Maintenant, en effet, je dois aussi payer des factures, je paye un loyer, je paye du chauffage. Ici, je loue cet espace. Mais je fais en sorte que les cours soient accessibles financièrement au plus grand nombre. Donc, j'ai établi un prix qui est un peu en dessous de ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle ici dans la région. Et je vise pas, en tout cas, l'enrichissement personnel. Je vise, parce que pour moi, m'enrichir, et ça fait partie de mes valeurs, ça passe par la transmission avec les autres. C'est comme ça que je m'enrichis. Tout à fait. Ça, c'est ma vision, et que ce soit pour le yoga et pour les pilates. Donc, je pense aussi que c'est important de rester authentique, de rester soi-même. C'est un truc qui me faisait très très peur avant d'ouvrir parce que je sais que j'ai une personnalité qui divise. On n'est pas toujours d'accord avec moi. J'ai un franc-parler qui peut déranger. Voilà, mais en tout cas, je pense que c'est la bonne recette parce que mes cours sont full et qu'au bout de même pas 2 mois, je viens d'ouvrir encore 4 heures supplémentaires dans mon horaire. Donc, je pense que la bonne recette, en fait, c'est d'être dans le partage et dans l'écoute. Et c'est ce qui m'empêche, en fait, c'est ce qui m'empêche. Et puis même, c'est pas ce qui m'intéresse d'être à fond business. Après, en effet, j'ai ce côté marketing businesswoman, mais qui me permet d'avoir... de soutenir ton activité. Oui, effectivement. Et oui. Voilà, c'est indispensable. Oui, bien sûr. Mais comme tu dis, voilà, ça reste raisonnable. Et ça reste aussi dans la logique de comment on te l'a appris, mais parce que toi, tu as été en Inde... apprendre, donc tu essaies de rester aussi peut-être fidèle à la pratique qui se fait en Inde, parce que le yoga, ça a été importé en Occident, en Europe, surtout aussi aux États-Unis. Donc quel est aussi ton point de vue là-dessus, du fait que ça a été importé et peut-être du coup on a un peu changé les bases de cette pratique? Oui, en effet, il y a eu un gros whitewashing, mais comme pour tout. Il y a eu un gros whitewashing au niveau du yoga, et ça, je trouve ça dommage. Donc, quand je partage des
des posts sur mes réseaux. J'essaye de partager au maximum des posts de personnes indiennes ou de personnes en surpoids qui me peuvent montrer que même si on est en surpoids, en effet, on peut faire du yoga, on peut faire en poirier. Le yoga, c'est pour tous les corps. C'est pas juste pour les grandes meufs minces avec des tablettes de chocolat. Loin de là, en fait. Loin de là, le yoga, c'est pour les enfants, c'est pour les personnes en surpoids, les personnes âgées, les personnes... Enfin, voilà. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Et malheureusement, en fait, on a perdu un peu. En Occident, on fait beaucoup ça. On va pomper tout ce qui se passe sur les autres continents, la sagesse ancestrale, les remèdes de grand-mère ancestraux bien connus. On remet une belle étiquette tout épurée dessus et on réinvente la roue, en fait. Et moi, je trouve ça très dérangeant. Et aussi, je suis militante un peu de ce côté-là, en essayant de transmettre au mieux la pratique, au plus proche de ce que c'est, mais avec mes propres moyens aussi. Je suis peut-être naïve, j'en sais rien. Peut-être que dans quelques années, je me réécouterai, je me dirais, mais qu'est-ce que j'ai été naïve à ce moment-là. Mais en tout cas, je fais de mon mieux à l'instant T. En tout cas, c'est ce qui se transparaît, c'est la façon dont toi, tu veux donner cours et la façon de comment toi tu veux diriger ton activité et à quoi tu veux qu'elle ressemble. Mais je veux pas que dans mon studio on se sente jugé, on se sente regardé de travers, on se sente mal en fait. Viens comme tu es en fait. T'es pas maquillée, t'as pas épilé tes jambes. Franchement, en fait, on s'en fout. Parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe sur ton tapis. Et quand t'es sur ton tapis, t'es face à toi-même et face à personne d'autre. C'est ça qui compte. C'est ta pratique. C'est très intime ce qui se passe dans un studio de yoga. Il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface. Beaucoup de personnes pleurent ici. Beaucoup de personnes restent après le cours, parlent avec moi, me confient énormément de choses. Je pense qu'elles ne reviendraient pas si elles sentaient, ou elles ne me confieraient même pas des choses aussi dures. Je pense si on sentait que derrière il n'y avait pas cette bienveillance. Merci, mais ce que je veux dire, c'est que mon objectif n'est pas que pécunier, quoi. Oui, c'est tout un ensemble de choses. Enfin, de toute façon, je pense que ça ne peut pas fonctionner si il n'y a que cet aspect-là. Et puis, je pense que ça se ressent quand quelqu'un a vraiment des connaissances, je dirais, profondes de ces pratiques-là, parce que ça ne s'invente pas, quoi. Il y a, enfin, je veux dire, le sport plus fitness, c'est totalement différent. Il n'y a pas tout cet aspect philosophique aussi. C'est le culte du corps. D'ailleurs, on les appelle des culturistes, cultives, tu vois. Mais en effet, ici, on va dire que le corps qui se transforme visuellement, ça va être un, entre guillemets, dommage collatéral de la pratique. La pratique, ce qu'elle vise dans un premier temps, c'est pour les pilates une faculté de concentration, de présence à soi-même, ici et maintenant. Si t'es pas concentré quand tu pratiques la méthode Pilates, t'es même pas capable, en fait, de synchroniser ton mouvement avec ta respiration. Donc déjà là, c'est foutu, tu vois. Et là, on n'est que sur les 2 premiers principes. Donc, il y en a 8. Quels sont-ils ? Alors, concentration, respiration, fluidité, centrage, je les dis pas dans l'ordre, je les oublie là comme ça tout de suite, mais voilà, il y en a 8. Synergie corps-esprit, voilà. Et justement, maintenant que tu as fait toutes ces formations, donc tu t'as dit que tu continuais, tu fais quoi notamment en ce moment ? Alors là, je suis en dernière année de sophrologie, où c'est la phase de totalisation. Donc au bout de la 2e année, je suis capable et reconnue capable de mener des séances. Donc ici au studio, je donne 1 fois par semaine des séances de groupe et je donne aussi des séances individuelles. Et ici, je viens hier même d'envoyer un formulaire d'inscription à l'UMONS, à la faculté de médecine, afin de pouvoir participer au module d'anatomie. Parce que je ressens vraiment le besoin de pousser mes connaissances en anatomie un peu plus loin. Celles que j'ai sont basiques, mais suffisantes pour faire ce que je fais. Mais ma curiosité me pousse, les questions qu'on me pose sur le tapis me donnent aussi envie d'aller plus loin. Et puis, ma passion, c'est apprendre. C'est vraiment la chose que je préfère le plus au monde, c'est apprendre.
Oui, c'est un peu, je trouve que la trame de tout ce que tu as fait, c'est que t'es très curieuse et t'aimes te renseigner et savoir toujours plus sur ce que tu fais en fait. C'est ça, mais il faut que je fasse attention avec ça parce que ça peut être toxique, ça peut se retourner contre moi. Je dois pas me disperser en fait. Et je me pose toujours la question maintenant, parce que j'ai appris à me connaître, vive la thérapie, mais j'ai appris à me connaître. Maintenant, avant d'entamer quelque chose, je me pose la question, ok, est-ce que c'est mon syndrome de l'imposteur qui parle ? De toujours devoir te sentir légitime. Voilà, c'est ça exactement, valider, machin. Ou est-ce que réellement, je le fais parce que je veux que ça m'apprenne quelque chose et là, clairement, la question était vite répondue aussi. À ce niveau-là, j'ai toujours voulu voir ce qui se passait en fac de médecine, donc allez, c'est cool. On verra. Trop bien. Et donc voilà, maintenant que tu as tout ce parcours-là derrière toi et que tu as encore plein de choses évidemment à faire par rapport à ce que tu viens de dire à tes futurs projets, qu'est-ce que tu as appris de tout ça ? Quelles sont les leçons que tu tires de tous ces enseignements, pardon ? Alors j'ai constaté que on peut changer de vie sur une décision. Dit comme ça paraît peut-être très bête, mais au final, si t'aimes pas ta vie telle qu'elle est actuellement, prends une seule décision et tout change. C'est ça que j'ai appris. C'est que réellement, lorsque j'ai arrêté de mettre mon énergie dans des sujets qui me faisaient perdre mon temps et mon argent, et que j'ai investi en moi en me formant, en investissant dans du voyage aussi, en allant voir ce qui se passait ailleurs, comment on le faisait ailleurs et en le rapportant ici. J'ai appris que c'est simple en fait. C'est plus simple qu'on ne le croit. Tout est régi finalement par des croyances limitantes. En fait, on a juste peur. On a juste peur. La peur, c'est une porte. Je vais faire ma Jean-Claude Van Damme, mais tant pis. La peur, c'est une porte, en fait. Et quand tu oses l'ouvrir et que tu vois que derrière, c'était pas un monstre horrible qui allait te manger toute crue, mais en fait que c'était une vie meilleure qui t'attendait, en fait, c'est ça que j'ai compris. Le secret, il est là. La clé, elle est réellement là. Et c'est le conseil que tu donnerais aux gens, d'ouvrir cette porte ou... Mais il faut foncer, bien sûr. Ah oui, à 100%. Merci Laetitia, je pense qu'on va conclure avec ça. C'était très intéressant en tout cas. Merci de nous avoir donné de ton temps et j'espère que ça a peut-être inspiré d'autres personnes. À bientôt. Merci Inès, à bientôt.